dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. C'est le thème de cette 31e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Des personnes en situation de handicap, et votre numéro de News Deal de ce jour s'intéresse à cette célébration. Bonjour Maoria, bonjour Dari. Bonjour. Alors la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Chaque année on célèbre on célèbre cela chaque 3 décembre, chaque célébration, mais quand on se rend sur le terrain, quand on rentre dans la vie active, on ne voit pas vraiment le changement. Déjà, bonjour Maoria, bonjour Lié. La célébration des personnes handicapées, je pense que déjà c'est une célébration mondiale qui n'est pas concentrée uniquement sur le Bénin, c'est une célébration faite par les pays membres de l'ONU. Oui. Du coup, je trouve que c'est pas mal comme initiative. Célébrer les personnes en situation de handicap, c'est une manière de leur montrer qu'on pense à eux. C'est une manière de leur montrer qu'il y a une journée spéciale au cours de laquelle les questions, enfin, tout débat se fera autour d'eux. En fait, tout type de questions sera abordé les concernant. C'est une manière de leur montrer qu'ils ont la possibilité de dire de quoi ils souffrent, la possibilité de dire comment ils vivent leur handicap, la possibilité de penser qu'ils sont comme tout le monde, en fait. Donc, je trouve que est-ce que vous pensez que le simple fait de célébrer, de parler de célébration chaque fois, sans vraiment mener des actions, voilà, dans ce sens-là, avantage les personnes en situation de handicap? Quand vous parlez de ne pas poser des actes, oui, c'est bien ce que je comprends. Concrète. Voilà. Des actes concrets. En fait, je pense que c'est un problème, effectivement, parce que je ne pense pas que tout le monde sache que le 3 décembre, on célèbre les personnes en situation de handicap. Je pense que le plus important déjà, c'est de montrer à ces personnes-là qu'elles sont aimées, malgré ce qu'elles ont comme défaut. Oui. J'appelle ça défaut parce que tout le monde a un handicap, en fait. Et c'est déjà bien que eux, ils sachent quel est leur handicap. Donc, le plus important, c'est comment la personne en situation de handicap est perçue dans sa famille, comment la personne est entourée, de qui la personne est entourée, de ce qu'on lui dit, de ce que la personne pense d'elle-même. Parce que c'est le défaut d'assurance qui emmène les gens à se dire « je suis différent de tel ou tel autre ». Maintenant, est-ce qu'il faut attendre que ce soit les autres qui agissent pour mettre les personnes handicapées à l'aise? Je ne pense pas, non. C'est au niveau du clan familial que le travail doit être beaucoup plus fait, parce que celui qui est chez lui et qui se sent comme tous ses autres frères, qui se sent comme tous les autres enfants qu'il côtoie, je ne pense pas qu'une fois dehors serait mal à l'aise. Maintenant, c'est comment les dirigeants font pour que ces personnes-là ne soient pas écartées. Parlons de dirigeants, on va revenir voilà, sur cet axe-là. Alors, Brahim Maoria, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour permettre à ces personnes-là de s'intégrer dans les initiatives de développement durable? Je pense qu'il faut les aider à les faire valoriser tout le potentiel qu'ils ont, toutes les compétences qu'ils ont, afin qu'ils se sentent tout en égalité avec nous, parce qu'ils ont tendance à être stigmatisés par le fait que nous pensons qu'ils sont des handicaps, qu'ils ne peuvent pas faire ci, qu'ils ne peuvent pas faire ça, que nous les mettons à l'écart et tout et tout. Donc je pense que nous devons essayer de s'attacher à eux, et que cette journée, par exemple, aide plutôt pour... Est-ce qu'il faut forcément attendre cette journée avant de faire des actions? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que nous pouvons faire des actions tous les jours. Parce que
rien n'oblige qu'un handicapé soit un ministre. Rien n'oblige qu'un handicapé soit un ministre. Mais Déjà combien de que- ministres déjà- handicapés nous avons déjà remarqué dans notre gouvernement? Combien de ministres et d'handicapés plutôt et présidents nous avons déjà remarqué sur le plan national comme international. Donc il faut aussi voir cet aspect-là de la chose. D'accord, Brahi. Alors, est-ce que vous avez vécu une situation pareille? Vous avez vécu avec quelqu'un qui a un handicap, mais quand même qui réussit à voilà, se dire, il n'y a rien, je suis comme les autres, et ainsi va la vie. Oui, j'en ai deux exemples. Le plus proche, c'est mon petit frère, celui qui me suit directement. Et il y a un monsieur dans ma zone où il est en cordonnier, mais il est handicapé. Alors, il est dans un parlons de fauteuil votre frère, roulant. comment ça se passe? Je dirais pour lui ça se passe très bien parce que Dieu merci, il a la chance d'être accepté par son entourage. Il n'a pas la chance même s'il n'a pas les pieds, même s'il porte des appareils pour pouvoir marcher, il n'est pas mis à l'écart en quelque sorte. Même dans la famille, tout le monde aime. Et même il y a des fois, on lui commande des trucs que même moi-même je ne peux pas le faire. Et il réussit à le faire. Il réussit à le faire. Et c'est quelqu'un où, malgré qu'il n'est pas habile des pieds, tu le vois en haut, tu te demandes comment il a fait pour aller se trouver en haut. Il fait des acrobaties où moi-même je me demande comment il fait. Parce que moi je ne peux pas le faire. David Silva, Maoria qui souligne que les personnes en situation de handicap sont comme nous d'ailleurs, mais ne réussissent pas à avoir... Déjà, dans notre gouvernement, il n'y a pas de personnes en situation de handicap. Depuis un moment, on n'a jamais constaté au Bénin. On n'a jamais eu de président voilà, qui a une situation de handicap. À qui la faute? Est-ce que la faute appartient à quelqu'un? Je ne pense pas qu'on puisse mettre le tort sur quelqu'un. Déjà, comme je disais à la base, il faut que ces personnes-là aient l'assurance, en fait, qu'elles sont normales. Et qu'on dise au Bénin, je ne pense pas qu'à l'extérieur aussi, je n'en connais pas d'ailleurs, un ministre qui soit aveugle ou malentendant et tout le reste. Malentendant, on peut encore comprendre, il y a des appareils et tout. Donc, la faute n'est à personne. Ne pensez-vous pas que déjà, que c'est à partir de là que le mal est fait? Parce qu'il y a trop de préjugés autour de ce mot handicapé au fait. En fait, il faut déjà voir le genre d'éducation qu'on donne à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a une école spécialisée en fait pour chaque type de handicap? Il faut déjà partir de là. Parce Moi, que je me dis, si déjà on fait une école à part, voilà, pour ceux-là, ça voudra dire qu'on leur dit déjà que vous êtes à part. Exactement. En fait, je ne pense pas qu'on puisse mettre un malvoyant avec des enfants qui voient bien. En fait, c'est ça le truc en fait. Il sera stigmatisé parce qu'il va se dire, l'enseignant, il écrit au tableau, je n'ai pas le pouvoir de lire ce qu'il écrit, mais mes camarades lisent. En fait, il faut déjà mettre les gens... Nous remarquons lors des examens qu'un malvoyant compose dans la même salle qu'un voyant. Ça peut arriver. Là, vous parlez d'un examen. Je ne pense pas que mais je pense que si dans un centre d'examen, nous pouvons rassembler ces genres de personnes, dans une salle de classe, nous pouvons rassembler ces genres de personnes avec la technologie qui avance. Je ne peux pas rester dans la même salle, d'accord? Suivre les cours normalement. Vous ne pensez pas qu'il y a un moyen de le faire? Nous avons la technologie qui évolue. D'accord, si les gens se sentent à l'aise, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas mettre un enfant aveugle à côté d'un enfant qui voit bien. D'accord. Et lui écrire les cours parce qu'ils ont leur programme. C'est deux choses différentes. En fait. Alors dites-nous, quels sont les défis auxquels les personnes en situation de handicap sont plus confrontées? C'est l'acceptation de soi, déjà. Oui. À leur niveau. À leur niveau, l'acceptation de soi. Le parent aussi. Parce que pour moi, je suis le genre qui pense que la famille a une force, a un pouvoir, en fait, pour permettre à tous ceux qui sont issus de cette famille-là de se sentir bien à l'extérieur. Déjà, si l'éducation de l'enfant qui est en situation de handicap est la même que l'éducation qu'on donne à tous les autres enfants, il se dit déjà, ok, bien, je me sens comme les autres et tout. Déjà, dehors, est-ce que celui qui le voit, parce que si celui qui le voit dehors
et qui pense qu'il est différent de lui. Si cette personne avait reçu la même éducation que lui à la base, on dirait que, bon, voilà, il me traite déjà comme je suis, il me traite comme il est. En fait, c'est ne pas voir les gens d'un autre œil, ne pas les... Oui, je vous comprends parfaitement. En fait, c'est ça qui fait déjà le problème. Parce que s'ils ont la possibilité d'avoir des mentors, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap et qui ont pu gagner leur vie, qui ont pu avoir une famille, tout ça. Quand ces gens-là, quand on essaie de leur remonter le moral ou de leur parler des personnes qui sont handicapées mais qui se sentent bien, je pense que c'est ça déjà le rôle des écoles, des personnes parents, handicapées. Lorsqu'on envoie un enfant dans une école où il est avec des enfants comme lui, je pense qu'il y a un cours pour leur permettre de s'affirmer, pour leur permettre de se sentir à l'aise. Parce que si j'arrive à briser cela, à briser, je sais pas, l'image que les gens ont de moi, je suis déjà à l'aise. Vous voyez un peu, donc, je ne pense pas qu'il faut mélanger les enfants sous prétexte qu'on veut qu'ils se sentent bien. D'accord, parlant de rôle des enfants, Maria Brahi, vous venez de le dire, vous avez un frère qui est dans la situation. Alors, quel rôle vous jouez en tant que sa soeur, en tant que sa grande soeur? Quel rôle les parents jouent pour quand même, à chaque fois qu'ils se sentent à l'aise? Voilà. Je pense que le premier point à retenir, c'est de ne pas le considérer comme un handicapé. Parce que chez nous, on ne le considère pas comme un handicapé. On oublie même des fois qu'il est handicapé. La preuve, il fait tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut dans ce sens. Même pas tout ce qu'il veut en tant que tout ce qu'il veut. Mais quand il déraille des fois, je vois maman le taper, je vois maman pas le taper. C'est pas comme s'il est handicapé, on ne le touche pas. Je le vois pas crier sur lui des fois quand il est devant la télé à 1h du matin ou à 2h du matin. Donc c'est pas comme s'il était mis à l'écart de la famille, ou bien il y a des fois où la maman dit c'est le chouchou de la famille, il est handicapé, puis tous les autres enfants se sentent à l'écart parce qu'on chouchoute plus l'autre. Et je ne pense pas, mes parents ne font pas ça. Alors, les personnes en situation de handicap, déjà votre frère, quelles sont les potentialités qu'ils ont? Mon frère, il a une intelligence où je ne comprends même pas. Il capte vite tout ce qu'on lui dit. Et tout ce qui est dessin, parce qu'on le voit quand il voit un truc à la télé, quand il regarde des bandes dessinées de Naruto, mais il reproduit exactement. Il a un carnet où... Avant, il le faisait dans ses cas de leçons, ce qui faisait que notre père le tapait à chaque fois. Mais après, maman a dit, peut-être c'est un don pour lui. Donc, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Donc, finalement, ils lui ont acheté un cahier où il fait ses dessins. Quand il regarde les dessins animés, il fait ses trucs. Et il réalise des bandes dessinées à son âge. Il va devenir un grand dessinateur. Un jour, il sera sur ce plateau pour nous dessiner en émission un jour. Alors, Darida Silva, dites-nous, vous n'avez pas de personnes. Quand même, dans vos interventions, on sent que vous maîtrisez vraiment le sujet. Le gouvernement béninois est en train de faire beaucoup d'actions dans ce sens-là. Voilà. Aujourd'hui, on sait que les personnes en situation de handicap peuvent participer au concours comme les autres, s'épanouir et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Déjà, comme Maoria l'a dit, je ne pense pas que cela concerne uniquement les personnes en situation de handicap. Il faut, parce que tout le monde a un talent, a un pouvoir. En fait, c'est comment laisser cette personne, ou comment canaliser ce pouvoir-là pour que ça permette à la personne de se faire un nom plus tard, en fait. Donc, cela ne concerne pas forcément seulement les personnes handicapées. Je pense que quand on les prive d'un, je sais pas, de la vue, par exemple, ils ont une manière de sentir qui est là, précisément qui est, ils ne se trompent souvent pas. Donc je pense que c'est une chance que la nature leur a procuré et tout, et ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, ce que les gouvernements peuvent faire, déjà je pense que c'est une bonne chose déjà, de permettre à ces personnes-là de participer aux différents concours. Et je pense que vous allez demander pourquoi ne pas choisir un ministre handicapé. Voilà, sûrement. Sûrement, déjà, parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas.
On n'en a pas, mais est-ce que c'est la faute au gouvernement? Il faut que ces personnes arrivent déjà à s'affirmer parce que ne devient pas ministre qui veut, mais qui peut. Donc, si déjà eux-mêmes, ils s'intéressent peut-être à la chose politique, s'ils s'intéressent à tout ce qui touche à la société, je pense qu'on pourra les dénicher et les permettre d'occuper des places. Je pense qu'on doit plus se baser sur l'emploi. Parce que dès qu'on va on va ressentir qu'ils sont dans des sociétés, dans des sociétés politiques. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui font des pas reculants? Je pense souvent que quand ils vont, par exemple, déposer un CV, c'est mis à l'écart. Parce qu'on dira que c'est un handicapé. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Quel effort il pourra donner? Tout le monde n'est pas comme ça. Tout Mais, le monde n'a pas cette mentalité-là. Il y a des fois, vous dites dans votre CV que vous pouvez tout faire, mais on vous emploie, vous n'êtes bon à rien du tout. Donc, pensez que c'est parce qu'il est handicapé qu'il ne peut rien faire. Je pense que c'est... Parce que même on imagine... S'il y a des boulots qu'un handicapé ne peut pas faire, ne l'acceptez pas sous prétexte que vous voulez lui donner un emploi. En fait, c'est l'insulter. C'est insulter son intelligence. Non, refusons pas, mais dans les sociétés publiques, combien d'handicapés as-tu vu? On imagine un instant, déjà, vous êtes journaliste, d'accord? Un handicapé qui fait une formation, voilà, quelqu'un qui est dans les fauteuils, qui fait une formation en journalisme et qui est recruté à IFA Télévision, il doit venir au 3e étage. Vous voyez, c'est déjà un défi pour lui. Ce serait un peu difficile. Mais dans ce cas, est-ce qu'on dit parce qu'il ne peut pas venir voilà. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a des ascenseurs pour transporter tout le monde. Il faut penser aussi aux moyens de l'entreprise. Si déjà il arrive à se déplacer de chez lui à IFA Télévision, c'est sûr que s'il y a des potentialités qu'il a et qu'on a besoin de lui à IFA Télévision, il y aura forcément... Est-ce que ce ne serait pas une vraie contrainte? Parce que se dit, franchement, ce serait difficile pour lui parfois, ça va agir sur son mental. Justement, c'est pourquoi je dis que chacun avec ce qu'il est capable de faire. Est-ce que finalement les handicapés ne sont pas des gens qui seront obligés de ne pas faire certains corps de métier? Exactement. Peut-être, je n'en sais rien, peut-être. Tout le monde, vous n'êtes pas apte peut-être à... Vous ne pouvez pas être architecte, par exemple. Vous, là, tout de suite, lorsqu'on vous prend dans ce métier-là, je ne pense pas que vous puissiez vous défendre. En fait, c'est un peu ça aussi avec les handicapés. Lorsque vous n'êtes pas apte à faire quelque chose, ne vous aventurez pas sur ce terrain-là. Dites ce que vous savez faire et on vous emploie en conséquence. Supposons l'exemple que M. Lia a pris tout à l'heure. Supposons, oui, IFA Télévision est la seule télé qui existe au Bénin. Et c'est au 3e étage. Et il est handicapé. Comment il fera? Supposons, ou bien il y a Canal et les autres télévisions et tout. Je pense que ce que vous dites... Et puis les autres aussi sont au 2e étage, 1er étage. On est capable de je sais pas, de diriger un ascenseur pour déplacer les gens. Non, en fait, donc je pense que quand le moment viendra pour on viendra au 1er étage. Et je pense que c'est dans ce sens que j'aime aussi ceux de l'extérieur, parce que même s'il n'y a pas d'ascenseur, il y a une forme de pente qu'on fait de monter pour les handicapés. Oui, quand ils arrivent dans un service, dans un milieu, ils savent qu'ils doivent prendre cette route pour monter en haut, pour aller à tel endroit. Et je pense qu'aussi que si notre pays aussi essaie de voir ces manières, de copier aussi ces manières de l'extérieur, ici, je pense que vraiment, ça va les aider. Justement, c'est un appel que vous faites déjà. Oui, c'est vraiment important. Parce que ce n'est pas que le Bénin qui est concerné. Vous avez dit Occident. Vous savez, si vous devez comparer la France au Bénin, je ne pense pas qu'on fasse le tiers de ce que la France est capable de produire. Donc, et je pense que je pense que nous sommes capables de faire plus que ce que la France fait. On vous dira que le gouvernement a d'autres chantiers. Donc, on va penser aux choses étape par étape. Darida Seva, vous ne pensez pas que si à un moment le gouvernement se décide de le faire, ils vont arriver? Pourquoi pas? C'est pas impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Il faut déjà que les moyens soient là et que les personnes elles-mêmes se sentent concernées et que les personnes se disent, bon, je veux le faire parce qu'il y a des handicapés qui sont paresseux, comme tous les êtres humains qui sont normaux aussi. Donc, si vous êtes capable de faire quelque chose et qu'on vous emploie, vous le faites et basta. Donc, est-ce qu'on va finalement arriver à ce stade-là où
on impose aux entreprises d'avoir au moins 2 personnes qui sont en situation de handicap pour permettre déjà à ceux-là de s'épanouir, de vivre comme ils veulent, de vivre leur passion, de s'intégrer, de se sentir un peu aimé par tout le monde. Oui, je pense que c'est dans ce sens-là que le thème a été choisi cette année, favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Donc je pense que, bon, on peut y arriver si déjà on essaie de vivre autrement la journée internationale des personnes handicapées et que chaque année il y a un effort qui est fait et que chaque année on essaie d'adapter les différents thèmes aux réalités de chaque pays. Je pense qu'un pas sera fait et les gens pourront s'en sortir. Maria, vous partagez le même avis? Exactement. Alors dites-nous, il y a d'autres qui paraissent un peu, quand on parle de personnes en situation de handicap, quand vous allez dans les feux tricolores, voilà, les exemples sont légion. Ceux-là, qu'est-ce qui ne va pas vraiment chez eux? Comme je le disais au départ, c'est une question d'éducation. Lorsque vous êtes dans un cercle où on n'essaie pas de vous envoyer à l'école quand vous êtes handicapé, on n'essaie pas de vous montrer que vous êtes capable de réaliser ce que font toutes les autres personnes. Oui. Finalement, vous êtes obligé de passer par là. Parce que voir un enfant dans un fauteuil roulant en train d'être poussé et tout, de voiture en voiture en train de quémander, je pense que c'est une question d'éducation. Et le gouvernement déjà fait des efforts pour que il n'y ait plus ce genre de personnes dans les feux. Je suis... en fait, chez les musulmans, c'est permis de donner de l'argent à ces personnes-là. Et je ne vais pas dire que c'est les encourager à ne pas faire des efforts. Il faut déjà voir, est-ce que cette personne-là, c'est tout de suite qu'elle a commencé? Elle a commencé à quel moment? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Si on essaie de les intégrer peut-être à la... Je ne pense pas que c'est une question d'éducation et autres. Pour eux, c'est qu'ils n'ont pas les moyens et ils sont handicapés. Quoi faire? Je n'ai pas les moyens, je suis handicapé. Quand je dis cela, c'est que pour eux, ils sont des personnes défavorisées, des personnes où on a plus pitié d'eux. Et pour eux, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, le moyen le plus facile pour eux, c'est de quémander. Dans ce même temps, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que eux. Et qui s'efforcent. Vous pensez qu'un enfant handicapé, vous pensez qu'un enfant handicapé qui a 1 an va s'envoyer, enfin, va penser déjà qu'à 3 ans, il faut qu'il fasse la maternelle. Vous ne pensez pas que ça, c'est du ressort de la famille? Vous ne pensez pas ça? Je ne dis pas que... Justement, donc quand on parle d'une question d'éducation, ça veut dire quel genre d'éducation la personne a reçu à la base. Si on a l'enfant qui a 1 an, dès 3 ans à aller à la maternelle, déjà, et qui s'est familiarisé avec tous les autres enfants, et qui sait qu'à un certain âge, il faut aller à l'école, je ne pense pas que cet enfant-là prenne l'initiative un jour de se montrer dans les feux pour commencer à quémander en fait. Et qui est dans les feux, c'est pas que c'est lui qui demande. Il faut voir ça aussi d'abord. C'est pas que c'est lui qui demande. C'est le parent qui met l'enfant devant. Il n'a même pas la possibilité de traverser la voie. C'est le parent. C'est ça je dis. C'est le parent qui met l'enfant on va se calmer un peu. Alors, si je comprends bien, c'est le parent qui met l'enfant à l'avant et qui demande de l'argent. C'est pas que c'est l'enfant. Si je comprends bien votre argumentaire, c'est que... C'est pas que c'est l'enfant qui est borné dans sa tête. C'est plutôt aux parents qui ont des jumeaux qui se montrent aussi dans les feux. C'est parce qu'ils n'ont... parce qu'elles n'ont aucun moyen en fait de s'en sortir. Je ne supporte pas ça. En fait, je fais ressortir la son où ce ne sont pas les enfants. La faute n'est pas aux enfants. Justement, mais qui a dit que c'est la faute aux enfants? C'est une affaire d'éducation. C'est une question d'éducation. Je ne peux pas avoir mon enfant. Non, mais ce qu'elle dit là, c'est que l'enfant... Ce qu'elle dit là, c'est que l'enfant reçoit une mauvaise éducation. Pas forcément. Ce qui fait qu'il devient... Non, c'est l'éducation que le parent a qu'il donne à son enfant. Donc, ce qu'elle est en train de dire, ça pourrait être une éducation ratée depuis les grands-parents et qui jaillit sur voilà, les grands-parents, c'est encore loin. Oui. C'est encore loin. Donc, en fait, elle n'est pas en train d'aller à côté comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il ne faut pas
sensibiliser dans ce sens-là. Parce que d'autres sont handicapés, mais quand même s'efforcent, font beaucoup d'efforts, ont de grands diplômes. Je me rappelle qu'il y a un parti politique, je ne vais pas appeler le nom, qui tout récemment a revu voilà, son bureau politique, mais qui a mis une personne en situation de handicap dedans. Ça voudra dire que on n'a pas pitié de lui, mais on l'a vu à l'œuvre, on l'a vu faire beaucoup d'efforts. Justement, il a montré qu'il est capable de faire quelque chose. Donc moi je pense que le débat, il faudrait qu'on l'oriente de telle façon à amener les personnes en situation de handicap à travailler. À s'affirmer. Voilà, à s'affirmer. À montrer que même si c'est vendre de l'eau, je pense qu'un handicapé est capable de se mettre dans son fauteuil, de mettre c'est mieux que voilà. Aujourd'hui, c'est l'éducation pour tous. Oui, oui. On incite tout le monde à aller à l'école. Il y a la cantine scolaire qui est ouverte au Bénin. Oui. Donc, lorsqu'un enfant, on l'envoie à l'école et qu'on essaie de l'orienter, qu'on essaie de le suivre, je ne pense pas qu'il finisse ses jours dans les carrefours. Nous arrivons déjà à terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, vos mots de fin. Alors, moi, j'inviterai toutes les personnes en situation de handicap de se sortir ça de la tête. C'est vrai qu'on est tous handicapés d'une manière ou d'une autre, mais il faut déjà réussir à choisir un chemin. Et là, j'invite les parents à permettre aux enfants de mettre pied à l'école, d'y rester, ensuite de les façonner de sorte qu'ils soient capables de faire quelque chose de leur vie, en fait. Et par la suite, il faut que dans chaque famille, on essaie d'inculquer ces valeurs-là à nos enfants. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui peut-être est malvoyant ou malentendant, tout ça, dites-vous que cette personne est comme vous et que d'un moment ou à un autre, vous êtes capable de vous retrouver dans la même situation que cette personne-là. Donc, un enfant qui déjà a reçu cette éducation à la maison, je ne pense pas qu'il puisse montrer du doigt son camarade handicapé au point d'emmener celui-là à dire que je ne veux plus aller à l'école parce que mes camarades me voient comme un enfant différent de quelqu'un qui n'est pas normal. Justement, donc si on arrive à faire ça et que des autres côtés, c'est-à-dire au niveau des dirigeants, s'il y a des programmes, s'il y a des choses qu'il faut faire pour que ces personnes-là puissent participer à la vie sociale et tout ça, je pense qu'on pourrait être heureux. Pour finir, je dirais d'abord que le programme d'économie familiale dans les écoles catholiques, que le gouvernement essaye de penser à ce programme pour pouvoir l'appliquer dans tous les autres secteurs. Donc, et aussi l'accès à l'éducation et à l'emploi des personnes handicapées, que cette porte s'ouvre plus encore pour qu'ils puissent s'affirmer et montrer de quoi ils sont capables et tout. Et d'arrêter de faire face aux obstacles quotidiens qu'ils font face. Alors merci chères dames, merci d'avoir participé à ce débat. Nous vous remercions. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est ici que se referme ce numéro. Merci de nous avoir suivis et restez IFA Télévision car c'est la télé. À très bientôt.